Continuons de nous projeter en 2021 avec cette question. Comment poursuivre la généralisation et le développement du numérique dans le secteur du grand âge? Rappelons que le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2021 finance près de 600 millions d'euros sur 5 ans, dont 100 millions dès 2021, qu'il crée également un fonds pour la modernisation et l'investissement en santé ouvert au médico-social. C'est donc le moment de s'interroger sur les moyens alloués aux EHPAD, comment en bénéficier et pour quels usages. Et ça l'est d'autant plus que le numérique a montré toute son utilité pour traverser au mieux la crise sanitaire. Luc Broussy est avec nous, président de France Silver Eco. Bienvenue, Luc. Bonjour. Alors, on va être très concret. On va essayer d'informer les adhérents qui nous regardent. Combien de financements et comment bénéficier de ces budgets alloués au numérique? Alors, tout n'est pas encore complètement défini. Et c'est vrai que c'est une information quand même considérable, mais qui est passée un tout petit peu à travers les mailles du filet parce que les professionnels ont aujourd'hui un tout petit peu autre chose à gérer que l'analyse de ce qui vient d'être voté dans le PLFSS. Mais tout de même, c'est totalement historique. 600 millions d'euros, ça vient d'être rappelé, 600 millions d'euros sur 5 ans sur l'ensemble du secteur médico-social. Parce que il y a un vrai retard du médico-social en matière numérique, ne serait-ce que par rapport au secteur sanitaire. D'ailleurs, tout cet argent-là sera géré notamment par la délégation ministérielle du numérique en santé, qui est une délégation ministérielle placée auprès d'Olivier Véran, et qui jusqu'à maintenant, il faut bien le dire, s'est surtout intéressé au sanitaire et beaucoup moins au médico-social. Cette délégation commence à intégrer dans ses travaux le médico-social, puisque c'est cette délégation ministérielle, ce fonds, qui va être en charge de l'usage de ces 600 millions d'euros sur 5 ans et de 100 millions dès 2021. Tout ça passant évidemment par le filtre des ARS au niveau territorial. Donc il y a un certain nombre d'objectifs assez concrets, mais qui ne sont pas encore tous définis. C'est pour ça que le débat doit commencer maintenant entre cette délégation ministérielle et les syndicats, les professionnels et le SINARPA évidemment, pour voir quels sont les besoins. Il y a un premier besoin fondamental. Il y a encore des établissements aujourd'hui qui n'ont pas de connexion, qui sont dans des zones blanches ou qui ont des mauvaises connectivités. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Il y a quels outils, et on l'a vu aussi pendant la crise, que la télémédecine a explosé. Et les téléconsultations ont explosé dans la société beaucoup plus rapidement que dans les EHPAD. Donc il y a encore un retard sur tout ce qui est téléconsultation en EHPAD. Est-ce que c'est pour des raisons d'organisation ou des raisons concernant l'équipement technologique à disposition des EHPAD? En tout état de cause, il y a un travail à faire là-dessus avec les équipes soignantes. Et puis, il y a aussi un vrai déficit dans le secteur médico-social sur les systèmes d'information. Et là, moi, je comprends que ce ne soit pas forcément dans la culture historique des dirigeants d'EHPAD que de s'intéresser à ces questions-là. C'est peut-être aussi aux grands groupes, avec leur puissante direction des systèmes d'information, de jouer le ruissellement. C'est-à-dire que c'est aussi peut-être ces grands groupes, ici au SINARPA, qui vont être en avance sur ces sujets-là et qui pourront, d'une certaine manière, par capillarité, éduquer le reste du secteur. Mais sur ces sujets-là, il va falloir faire sa révolution culturelle dans le secteur médico-social en général et celui des EHPAD en particulier, parce qu'il y a enfin de l'argent. Et ce serait dommage de ne pas l'utiliser à bon escient. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas encore dire concrètement aux établissements ou aux services comment bénéficier de ces budgets, quelles démarches faire Alors, il y a déjà, puisqu'il y avait un fonds d'amorçage de 30 millions d'euros qui avait été mis en place dès l'an dernier par la CNSA. Ça va transiter par les ARS. Il y a déjà d'ailleurs des appels à projets qui ont été lancés dans le cadre de ces 30 millions d'euros. Pas des 600 qui arrivent, mais dans ce cadre des 30 millions d'euros, une somme qui était donc importante, mais au fond très inférieure à ce que l'État va mobiliser dans les années qui arrivent, et ça passait par des appels à projets. Donc il va falloir là aussi, quand on est un groupe, et ça va être une nouveauté, il va y avoir des financements nationaux. Donc il y a certains groupes qui pourront bénéficier de la modernisation de leur système d'information pour l'ensemble de leurs établissements. Mais pour les établissements indépendants, il va falloir vraiment se rapprocher des établissements territoriaux. C'est-à-dire ce que va privilégier l'ARS, ce sont quand même des réseaux locaux d'établissements qui se mettent entre eux, publics, privés, peu importe, mais qui travaillent entre eux pour avoir des effets de taille
qui permettent de mutualiser les coûts. Donc ça va passer par le filtre des ARS, et il faut se renseigner effectivement, d'abord et avant tout auprès de son ARS, sachant qu'il pourra y avoir des besoins individuels, tel établissement qui a tel ou tel besoin, mais que aussi, sur des opérations plus importantes, les établissements devront se mettre ensemble pour avoir cet effet de taille nécessaire lorsque les équipements, lorsque les infrastructures, lorsque les systèmes d'information requièrent de dépasser le seul cadre de l'établissement. Alors on a un internaute, une personne connectée qui voudrait savoir clairement si les services à domicile vont pouvoir bénéficier de ces budgets. C'est dans le PLFSS, les 600 millions d'euros, c'est pour le secteur médico-social, pour les établissements et services médico-sociaux. Donc oui, la réponse est oui, de la même façon que ce n'est pas que pour le grand âge. Les établissements dans le secteur du handicap sont également concernés. C'est l'ensemble du secteur médico-social qui est concerné par cet abondement de 600 millions d'euros. Résidence-service senior ? C'est pas dans le secteur médico-social. D'accord, donc on est sur... vérifier, mais a priori, ce n'est pas dans le cadre du champ médico-social. D'ailleurs, les résidences seniors n'ont jamais souhaité être pleinement dans le code de l'action sociale, de cette façon-là en tout cas. Donc, a priori, non, les résidences seniors ne sont pas éligibles. Mais je pense que là-dessus, il faut bien comprendre une chose. Au moment où je parle, là, c'est le tout début. Tout n'est pas réglé. La délégation du numérique en santé s'intéresse au médico-social depuis peu, a maintenant la gestion de ce fonds, et donc c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer, que les adhérents ne pensent pas qu'ils ont raté un train, ça commence maintenant. Mais par contre, il ne faut pas rater le train qui va partir maintenant. Bien, alors on va suivre ça de près. Vous êtes là également pour nous dire quelques mots, Luc, de cette mission flash qui vous a été confiée sur l'adaptation de l'habitat au vieillissement. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est effectivement une autre casquette, puisque j'avais en 2013 remis un rapport dans le cadre de la préparation de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, un rapport que j'avais remis au Premier ministre en mars 2013. Et puis il y a un certain nombre d'items que j'avais développés à ce moment-là, qui n'ont pas forcément avancé depuis, et Madame Bourguignon... mais effectivement, et c'est là où c'est important, la lettre de mission est signée de Madame Bourguignon, d'Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement, et de Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires. Ils m'ont demandé, d'ici la fin janvier, d'alimenter un certain nombre de thématiques dont ils souhaitent qu'elles soient incluses dans la loi Grand Âge au printemps prochain. C'est l'adaptation des logements, c'est la question de l'adaptation des villes, à la fois le développement du concept de ville amie des aînés, mais aussi l'adaptation du mobilier urbain. Il ne suffit pas de vivre dans un logement adapté. Quand on en sort, il faut encore être dans un environnement urbain qui soit là aussi bienveillant. Je rappelle quand même ce chiffre hallucinant. 9000 personnes de 65 ans et plus meurent chaque année d'accidents domestiques. Il y a 3 fois plus de seniors qui meurent d'accidents domestiques chez eux ou autour de chez eux que d'accidentés de la route. Donc là, c'est un vrai sujet de santé publique, un vrai scandale de santé publique. Et une des missions, en tout cas, que moi j'ai à l'esprit, c'est de faire en sorte que le maintien à domicile ne soit pas seulement souhaitable, mais qu'il devienne possible. Et pour qu'il soit possible, il faut que ce soit tout l'environnement qui soit adapté. Donc voilà, j'ai 1 mois et demi, 2 mois, mais c'est pas comme si je découvrais le sujet. Je vais réactualiser au fond ce que j'avais dit déjà, ce que j'avais écrit en 2013. Comment mieux adapter les logements, comment mieux adapter l'urbanisme, comment mieux adapter les mobilités, la question des transports, du transport qui soit du transport collectif ou l'usage de la voiture. Et puis enfin une 4e question, la question des territoires, parce que à la fois tout le monde est demandeur d'égalité territoriale, tout le monde veut être traité de la même façon de Lille à Perpignan, et en même temps on voit bien aujourd'hui que tout le monde, y compris les professionnels, veulent de la proximité, se disent que oui mais chez moi c'est pas comme ailleurs. Donc voilà, il y a aussi la question des territoires. Aujourd'hui, on ne pourra plus mener des politiques publiques en faveur du vieillissement de la même façon, exactement de la même façon, qu'on soit en centre-ville, en périurbain, en milieu rural, qu'on soit dans une région, dans une métropole dynamique, ou qu'on soit dans un territoire rural, notamment touché par les déserts médicaux. Donc cette question des territoires, qui n'a jamais été totalement traitée dans les lois grand âge, c'est une des missions qui m'est impartie, c'est d'essayer de voir comment dans cette loi grand âge, la question des territoires redevient prégnante dans les débats publics. Donc on nous demande si vous rendrez un rapport à l'issue de cette mission et si les professionnels seront concertés. Alors, je me moquerais de moi-même si je disais
que j'allais remettre un rapport, puisque je passe mon temps dans un mensuel d'information dont j'ai un peu la responsabilité de me moquer des rapports qui suivent vos rapports, et toujours pas de loi. Bon. Donc non, je ne me remettrai pas un rapport comme je l'ai fait en 2013, qui était un rapport de 200 pages, qui défrichait les choses. Là, je me suis posé 15 questions. Je les rendrai publiques là, en début de semaine prochaine parce que je voudrais que tout le monde participe. Je les mettrai sur les réseaux sociaux pour que les uns et les autres, ça a commencé d'ailleurs sur LinkedIn où je mets un thème et puis les gens réagissent. Et moi, ça me permet aussi d'avoir des idées supplémentaires. Je ne crois pas qu'on aura le temps formellement de consulter les fédérations audition par audition. Il y a 1 mois et demi pour ça. Mais évidemment que les fédérations seront consultées. Je précise une seule chose. Moi, je m'interdis sur ce rapport-là, et je l'ai dit à Dominique Libaud, avec lequel j'ai discuté il y a 2 jours de ça, de recommencer ce qui a déjà été fait. Donc il n'y aura rien sur les EHPAD, il n'y aura rien sur les résidences autonomie, c'est pas le sujet de ce rapport, et je traiterai en priorité les questions qui ne l'ont pas été dans le rapport El Khomri ou dans le rapport Libaud. Ça doit venir en plus et pas à la place d'eux, sinon on n'y comprendra plus rien. Et donc tout ça pour nourrir la future loi grand âge. Si on en croit ce qu'on entend, l'idée c'est que le ministère puisse proposer au Conseil d'État puis au Conseil des ministres un projet de loi grand âge au printemps, mars-avril. Bon. Et c'est la raison pour laquelle évidemment le ministère me demande de remettre des propositions, des orientations très concrètes dès la 2e quinzaine de janvier, ce qui sera fait. Et c'est bien pour alimenter la partie, j'allais dire, non médico-sociale de la loi. Il ne faut pas que cette loi soit uniquement une petite loi médico-sociale, qui est très importante pour le secteur, mais qui ce serait dommage de profiter d'un véhicule législatif et de ne traiter qu'une partie de la question. Donc moi, je pense qu'il est essentiel, évidemment, d'améliorer la prise en charge du million de personnes âgées en perte d'autonomie, mais qu'il est tout aussi essentiel de s'occuper des 14 autres millions qui vivent dans leur logement, qui vivent dans la ville, qui prennent les transports ou qui essayent de les prendre tous les jours. Et ces gens-là doivent être pleinement inclus dans le périmètre de la loi. C'est le travail que j'ai à faire d'ici la fin janvier. Et ça fait combien de missions qu'on vous confie, Luc Broussy, depuis pas tant que ça. Toutes ces années? Pas tant que ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je me retrouve dans la position du missionnaire pour la 2e fois seulement. Voilà. J'ai fait un rapport en 2013 et on me demande de réactualiser mon premier rapport. Voilà. Alors il se trouve que la multiplicité des casquettes que je peux avoir, que j'ai pu avoir depuis 20 ans maintenant, fait que on croit me voir un peu partout. Mais non, je sais que la 2e mission ministérielle qui m'est confiée et une fois de plus pour, disons... en remettre une louche sur le premier rapport. Moi, je suis très fier du rapport que j'avais fait à l'époque parce que je trouve qu'on avait, collectivement, c'est pas moi, j'ai pris tous les travaux qui existaient, j'en ai fait un peu la synthèse, mais sur les questions de mobilité, d'adaptation des logements, d'adaptation de la ville, on avait quand même avancé sur... Peut-être qu'on avait avancé trop tôt. Voilà. Et je le vois bien quand je discute avec les élus locaux. Les élus locaux sont beaucoup plus sensibilisés à ces questions-là, notamment la génération des maires là, qui vient d'être élue en 2020, sont beaucoup plus sensibilisés aux questions d'adaptation de la ville au vieillissement que ne l'étaient peut-être les élus il y a 7 ans. C'est normal d'ailleurs, ce travail pédagogique se fait au fur et à mesure. Et j'alerte quand même les directeurs d'EHPAD, les directrices d'EHPAD, c'est leur sujet aussi. D'accord ? Il y a d'autres enceintes où se traite la question de la tarification, la question des ressources humaines, voilà. Mais là où j'évoquerai la question des EHPAD tout de même dans le rapport, c'est que l'EHPAD doit être pleinement acteur de la ville. On ne fera pas l'EHPAD plateforme tournée vers l'extérieur, on ne fera pas l'EHPAD plateforme où on demande peut-être demain à l'EHPAD de s'occuper des personnes âgées à domicile dans un rayon d'action autour de lui, si l'EHPAD ne devient pas pleinement acteur. Et comme on me demande également de parler de la question des territoires, je rappellerai que 7000 EHPAD maillent le territoire national et qu'une étude elle a remontré récemment, 80% des Français habitent dans un lieu où il y a un EHPAD à 5 ou 6, 7 km de jeu. Donc vous voyez que l'EHPAD peut être un formidable outil d'aménagement du territoire, de politique des territoires. Mais donc c'est pour ça que surtout que les directeurs d'EHPAD n'aient pas l'impression que ce sujet ne les concerne pas directement parce qu'il n'est pas strictement médico-social. Ça les intéresse parce que c'est eux qui doivent vraiment s'insérer dans ce jeu
d'acteurs qui doit les concerner autant que les mairies, les agglomérations, les bailleurs sociaux. Voilà, ils sont un des acteurs de cette adaptation de la ville au vieillissement. Merci Luc Brossy, donc pour la deuxième fois seulement dans la position du missionnaire. Merci Luc et à très bientôt. À très bientôt.